En octobre 2025, une seule nuit à Tindiban a fait céder une logique longtemps réputée inamovible. D'un côté, des villages vidés, des puits asséchés et des colonnes de déplacés. De l'autre, une opération menée en moins de 12 heures, avec 0 soldat de l'AES tombé, assez nette pour fissurer le récit dominant sur le Sahel. Qu'est-ce que cela change pour ceux qui regardent ce désert de loin, et pour Ibrahim Traoré, quand des calculs présentés comme certains deviennent soudain discutables? Peut-être le début discret d'un pouvoir qui serait écrit, moins proclamé que vérifié, et dont la durabilité reste à éprouver. Ce récit ne promet pas une célébration, mais une lecture utile. En moins de 15 minutes de vision, le spectateur acquiert une clé concrète. Distinguer un sursaut tactique d'un changement de trajectoire durable. L'enjeu dépasse la bataille de Tindiban, car il touche à la capacité d'un territoire longtemps perçu comme dépendant à produire sa propre méthode, son propre rythme et ses propres priorités. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas seulement militaire. Elle est politique et sociale. Comment transformer un avantage né du terrain en socle stable sans le diluer par l'excès de discours ni l'exposer à des attentes irréalistes? Pour les populations, l'enjeu est juste et plus immédiat. Savoir si la sécurité retrouvée peut s'inscrire dans le quotidien au-delà de l'effet d'annonce. Et pour la région, c'est un test silencieux. Soit cette dynamique s'enracine, soit elle s'épuise sous le poids des pressions internes et externes. Ce qui suit vise à éclairer cette ligne de crête sans emphase, à partir des faits disponibles et de leurs conséquences mesurables. La mini-révélation tient en deux phrases et trois repères mesurables. L'opération de Tindiban s'est jouée en moins de 12 heures, avec zéro perte côté AES sur trois fronts coordonnés. Ces chiffres, pris ensemble, déplacent la lecture habituelle du Sahel. Ils suggèrent une initiative maîtrisée plutôt qu'une réaction contrainte. Ce basculement ne surgit pas dans le vide. Il intervient après des mois d'effondrement progressif, marqués par des villages désertés, des routes tues et une peur devenue routinière au crépuscule. Pourtant, sous cette surface de recul, une dynamique silencieuse se forme. Des signaux, des signaux jugés insignifiants par des observateurs extérieurs sont interceptés en moins de 2 heures, puis relus autrement. La seconde lecture ouvre une fenêtre d'action courte, exploitable uniquement par ceux qui connaissent intimement le terrain sahélien. C'est ici que la compréhension change. L'avantage ne naît pas d'une supériorité technologique importée, mais d'une capacité locale à relier des fragments dispersés. Variation de déplacement nocturne, rupture discrète dans les habitudes de circulation, changement de fréquence, le Sahel apparaît saturé de signes. Ibrahim Traoré et ses officiers perçoivent alors un levier inattendu, forgé par l'écoute patiente d'un espace trop souvent décrit comme vide. Dans ce cadre mental renouvelé, il ne s'agit plus de réagir, mais d'anticiper. Frapper avant d'être frappé devient une option réelle, appuyée sur une cohérence accumulée. Le récit dominant commence à se fissurer non par un discours, mais par une suite de décisions alignées avec le terrain. À ce stade, le récit quitte les centres de commandement pour suivre ceux qui traduisent la décision en effets concrets. Des éclaireurs locaux, des chefs d'unités mobiles et des relais civils deviennent les vecteurs d'une stratégie qui ne s'annonce pas, mais se vérifie. Leur rôle n'est ni spectaculaire ni médiatisé. Il est décisif car il repose sur l'observation, la confirmation, la transmission, puis le silence. Autour d'Arbinda, les premiers effets apparaissent rapidement. Des mouvements armés sont repérés plus tôt que d'ordinaire. Les informations circulent sans délai inutile. Les unités convergent avec une précision inhabituelle, non parce qu'elles disposent d'outils supérieurs, mais parce qu'elles partagent une même lecture du terrain. En quelques minutes, une attaque annoncée est neutralisée. Ce qui frappe n'est pas l'ampleur de l'action, mais sa sobriété. Dans les villages voisins, l'impact se perçoit avant même d'être formulé. Les habitants sortent plus tôt, observent plus longtemps, reprennent des trajets abandonnés. Les marchés rouvrent par fragments. Les motos circulent sans escorte improvisée. Ces signes modestes constituent les premiers marqueurs d'un changement réel, car ils engagent le quotidien plutôt que le discours. Pour Ibrahim Traoré, ces scènes ont valeur d'indicateur. Elles montrent que la victoire ne se mesure pas seulement en position gagnée, mais en confiance retrouvée. L'essentiel devient alors tangible. Quand la sécurité devient praticable, le pouvoir cesse d'être abstrait. Avant Tindiban, le schéma était connu et presque mécanique. Les groupes armés testaient les marges, imposaient leur tempo, puis se retiraient avant toute réponse structurée.
Les unités locales réagissaient, souvent trop tard, prisonnières d'informations fragmentées et d'axes déjà compromis. Après Tindiban, la logique s'inverse. L'initiative ne répond plus à une attaque en cours. Elle précède une menace identifiée, inscrite dans un calendrier raccourci. L'activation commence sans annonce, dans un silence presque irréel au nord du Burkina Faso. Les unités se mettent en place à partir d'informations déjà consolidées, sans correction de dernière minute. Les décisions ne cherchent pas l'effet de masse mais l'alignement. Les systèmes entrent en action comme un mécanisme attendu. Les premières frappes visent des points repérés bien en amont, non pour démontrer une puissance mais pour désorganiser les options adverses. Le tempo surprend davantage que la force employée. Le moment de montée en intensité survient avec la coordination tri-frontalière. Depuis le Niger, des unités mobiles ferment des axes secondaires, non pour encercler lourdement, mais pour couper les issues. Au même moment, des appareils maliens suivent des trajectoires précises, ajustées au mouvement au sol. Des drones artisanaux signalent les ruptures, confirment les replis avortés, guident chaque ajustement. Rien n'est dispersé. Chaque action répond à une autre, par couches successives, sans surcharge opérationnelle. La bascule devient visible lorsque les communications adverses se fragmentent. Privées de carburant, de relais et de visibilité, les colonnes se figent avant même de tenter un regroupement. Les dépôts identifiés se succèdent dans l'explosion, révélant une désorganisation déjà installée. La contre-attaque attendue ne se matérialise pas. Le temps, habituellement ennemi, devient un allié. En moins de 12 heures, l'opération atteint son objectif sans enregistrer de pertes côté AES. Dans les centres de commandement, les flux vidéo s'accumulent. Ibrahim Traoré observe l'ensemble comme on lit une partition exécutée sans excès. Les mises à jour arrivent calmement. Les décisions se prennent sans urgence apparente, précisément parce que l'anticipation a fait son travail en amont. Ce qui se déroule n'est pas une improvisation réussie, mais l'aboutissement de mois de réglages discrets. La rémanence se manifeste ensuite, dans un silence inhabituel. Les mouvements cessent. Les routes redeviennent observables. Dans les villages voisins, les habitants sortent prudemment, écoutent les radios locales, constatent l'absence de menaces immédiates. Des gestes simples réapparaissent. Cette phase, souvent négligée, donne à l'événement sa portée réelle. La victoire cesse d'être un instant pour devenir une condition temporairement stabilisée. Le point de départ est clair et sert de ligne de base. Pendant des années, chaque opération d'ampleur dans cette zone s'accompagnait de pertes humaines et d'un étirement du temps d'exécution. Après Tindiban, le delta apparaît sans ambiguïté. L'opération se conclut avec 0 soldat de l'AES tombé, là où la norme implicite admettait des pertes comme inévitables. Ce premier indicateur ne prend son sens qu'adossé au second. Le temps total d'exécution est inférieur à 12 heures, depuis l'activation initiale jusqu'à l'effondrement des positions adverses. Cette brièveté n'exprime pas une précipitation. Elle traduit une synchronisation préparée en amont, où chaque action trouve sa place sans friction ni correction tardive. La rapidité devient ici un produit de la cohérence, non de l'urgence. Un troisième repère complète le cadre analytique. Trois fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, opérant de manière simultanée sans appui extérieur déclaré. Cette simultanéité est rare dans l'historique sahélien récent. Elle suppose des échanges continus, une confiance opérationnelle et une lecture partagée du terrain. Elle réduit les angles morts et limite les possibilités de repli adverse. Prises ensemble, ces trois données dessinent une trajectoire plus qu'un instant. Elles invalident l'hypothèse d'un succès accidentel et suggèrent une montée en compétences progressive. Les flux issus des drones artisanaux confirment cette lecture. Les images nocturnes montrent des colonnes adverses désorganisées avant même le premier contact direct. Les ruptures de communication apparaissent en cascade, non sous l'effet d'une saturation technologique, mais par anticipation des itinéraires et des habitudes. Les convois privés de carburant s'immobilisent dans les dunes, incapables de rejoindre des axes déjà neutralisés. Les dépôts identifiés se fragmentent sans coordination de repli. Chaque séquence visuelle renforce la même lecture. Pour conclure, la précision observée résulte d'une accumulation de micro-ajustements, pas d'un saut technologique importé. Dans ce dispositif, Bamako, Ouagadougou et Niamey cessent d'agir comme des centres isolés. Ils fonctionnent comme les nœuds d'une grille informationnelle souple. Les données circulent rapidement, filtrées, puis redistribuées vers les unités avancées. Les décisions suivent un cycle court, dépourvu d'intermédiaires superflus.
La sobriété devient un avantage car elle réduit les délais et limite les erreurs. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres dépassent l'évaluation militaire immédiate. Ils servent de miroir stratégique. Le 0, le 12 et le 3 ne sont pas des trophées numériques. Ils marquent un changement de méthode, où l'intelligence sahélienne cesse d'être périphérique pour devenir centrale, à condition que cette discipline collective soit préservée. Deux objections dominent les analyses critiques formulées après Tindiban, et il convient de les présenter dans leur forme la plus solide. La première affirme que l'opération ne peut pas être attribuée aux seules capacités sahéliennes. Selon cette lecture, la précision des frappes, la synchronisation des mouvements et la neutralisation rapide des communications adverses impliqueraient nécessairement un soutien extérieur, qu'il soit technologique ou informationnel. Les armées locales, longtemps décrites comme sous-équipées et fragmentées, n'auraient pas pu franchir un tel seuil sans assistance cachée. Cet argument s'appuie sur un précédent régional où des opérations comparables ont presque toujours dépendu d'acteurs extérieurs. La seconde objection soutient que Tindiban constitue un épisode isolé. La réussite serait liée à une configuration exceptionnelle de facteurs favorables, difficilement reproductibles. Dans cette perspective, l'absence de perte et la brièveté de l'opération ne prouvent pas l'existence d'un modèle durable, mais une convergence momentanée de circonstances. Les contraintes structurelles du Sahel, logistiques, économiques et politiques, finiraient par reprendre le dessus et diluer l'effet initial. Ces deux arguments paraissent cohérents, mais ils omettent un élément central révélé par les faits disponibles. Les données observées indiquent une montée en compétences progressive plutôt qu'un saut soudain. La préparation longue, la répétition de micro-ajustements et l'intégration humaine entre les fronts expliquent la performance sans recourir à une hypothèse extérieure. L'efficacité tient moins à des outils invisibles qu'à une réduction systématique des délais décisionnels et à une lecture partagée du terrain. Quant au caractère prétendument isolé de l'événement, il est contredit par la structuration déjà visible des réseaux et par la continuité des pratiques observées après l'opération. Les échanges d'informations persistent, les patrouilles coordonnées se maintiennent et les indicateurs de sécurité locale évoluent dans le même sens. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et ses officiers n'apparaissent pas comme les artisans d'un coup unique, mais comme les porteurs d'une méthode en cours de stabilisation. Ainsi, la critique ne disparaît pas, mais elle se déplace. La question n'est plus de savoir si Tindiban fut possible, mais si cette discipline collective peut résister au temps, aux pressions et à l'élargissement de l'échelle. C'est sur ce terrain, plus exigeant que celui de l'événement, que la trajectoire sera jugée. Ce point médian ne révèle pas une arme nouvelle, mais un déplacement du cadre d'analyse. Jusqu'ici, la plupart des lectures externes évaluaient le Sahel à partir de ce qui lui manquait: équipement, financement, soutiens internationaux. Tindiban oblige à regarder autrement. Ce qui fait basculer la situation n'est pas l'ajout d'un facteur exogène, mais la cohérence interne d'un système ajusté à son environnement réel. Le changement décisif tient dans l'alignement entre information, décision et exécution. Les données ne remontent plus pour être validées à distance puis redescendre sous forme d'ordre tardif. Elles circulent horizontalement, se confirment localement et déclenchent des actions rapides. Cette compression du cycle décisionnel modifie la nature même du rapport de force. Elle réduit les marges d'erreur et neutralise l'avantage traditionnel de la dispersion adverse. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence agit comme un révélateur stratégique. Elle montre que la dépendance n'était pas seulement matérielle, mais cognitive. En ajustant la manière de lire le terrain, les unités transforment une contrainte historique en ressource opérationnelle. Le désert cesse d'être un espace subi, il devient un milieu interprété. À partir de là, la question centrale se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si cette méthode fonctionne ponctuellement, mais ce qu'elle produit lorsqu'elle s'installe dans la durée. Le récit change d'échelle, et avec lui, les attentes. Les conséquences de Tindiban deviennent lisibles lorsqu'on les observe à travers 4 groupes distincts, chacun affecté différemment par le changement de tempo. Pour les institutions étatiques d'abord, l'effet est structurel. La capacité à planifier puis exécuter une opération coordonnée sur 3 fronts sans appui extérieur, déclaré, renforce la crédibilité interne des centres de décision. L'État cesse d'apparaître uniquement comme un gestionnaire de crise permanente. Il redevient un acteur capable d'initiative, ce qui modifie la relation entre autorité politique et appareil sécuritaire. Pour l'économie locale ensuite, l'impact est indirect mais tangible.
La réouverture progressive des routes secondaires et la diminution des attaques opportunistes réduisent les coûts cachés du commerce. Les marchés reprennent par fragments, les circuits courts se réactivent et les artisans retrouvent une visibilité minimale sur leurs déplacements. Cette stabilisation partielle n'équivaut pas à une relance complète, mais elle change l'horizon temporel des décisions économiques, qui passent de la survie immédiate à la projection à court terme. Du côté des populations, l'effet est avant tout perceptif. La sécurité ne se mesure pas ici en statistiques abstraites, mais en gestes redevenus possibles. Sortir plus tôt, rentrer plus tard, reprendre un trajet abandonné. Ces micro-décisions quotidiennes signalent un déplacement profond. La peur cesse d'organiser chaque choix. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux ont valeur de confirmation. Ils indiquent que la victoire ne se limite pas à un espace militaire, mais qu'elle commence à s'inscrire dans le tissu social. Enfin, au niveau régional, la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso prend une épaisseur nouvelle. L'interdépendance n'est plus seulement déclarative. Elle se manifeste par des pratiques partagées, des échanges continus et une confiance opérationnelle accrue. Cette dynamique modifie l'équilibre avec les acteurs extérieurs, qui doivent désormais composer avec un bloc sahélien plus autonome dans ses choix et son rythme. Pris ensemble, ces effets ne constituent pas encore une transformation achevée. Ils dessinent toutefois une trajectoire plausible où un événement militaire circonscrit produit des répercussions politiques, économiques et sociales mesurables. C'est à cette articulation, fragile mais réelle, que se joue la suite. Le prolongement de Tindiban peut être envisagé à travers trois scénarios distincts, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture conditionnels. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se consolide sans rupture majeure. Si la coordination trifrontalière se maintient et si les cycles décisionnels courts restent protégés des lourdeurs administratives, alors les zones sécurisées s'élargissent progressivement. La stabilité demeure fragile, mais suffisante pour permettre la reprise des services essentiels et une circulation plus régulière. Ce scénario repose sur la continuité méthodique plutôt que sur l'accélération. Un scénario plus optimiste suppose un effet d'entraînement. Si les pratiques observées à Tindiban sont formalisées, transmises et adaptées à d'autres zones, alors la méthode gagne en profondeur. La coopération régionale s'institutionnalise. Les unités locales montent en compétences et les populations s'impliquent davantage dans les dispositifs d'alerte et de prévention. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne moins un chef d'opération qu'un garant de cohérence. L'autonomie stratégique s'affirme non par l'isolement, mais par une capacité accrue à choisir ses partenariats. Un scénario dégradé reste toutefois plausible. Si les pressions internes s'intensifient, si les ressources se dispersent, ou si des rivalités politiques fragmentent la chaîne de décision, alors l'effet Tindiban s'émousse. Les gains de sécurité se figent, les groupes adverses s'adaptent, et l'initiative se dilue. Dans cette hypothèse, l'événement demeure une référence symbolique, mais perd sa force transformatrice. Ces trois trajectoires partagent une même variable critique, la discipline collective. Si elle est préservée, alors le changement s'installe. Si elle se fissure, alors le système revient à une logique réactive. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui sera protégé dans la durée. L'effet de Tindiban se comprend aussi par ce qu'il change concrètement pour ceux qui vivent loin des centres de décision, mais au cœur des conséquences. Pour les familles déplacées, la stabilisation relative ouvre une possibilité longtemps absente, celle du retour progressif. Revenir ne signifie pas reconstruire immédiatement, mais reconnaître que certains itinéraires redeviennent praticables, que certains gestes ne sont plus systématiquement risqués. Cette transition lente redonne un minimum de prévisibilité au quotidien. Pour les travailleurs et artisans, l'impact est d'une autre nature. La réduction des attaques opportunistes et la réouverture partielle des routes secondaires diminuent les coûts invisibles qui paralysaient l'activité. Réparer une moto, transporter des marchandises, tenir un étal sur un marché local redeviennent des choix rationnels plutôt que des paris dangereux. Cette normalisation relative ne crée pas encore de prospérité, mais elle restaure une logique d'effort et de continuité. La jeunesse sahélienne, enfin, occupe une position singulière. Longtemps enfermée dans une succession de récits de défaites, elle observe dans Tindiban un précédent différent. Non pas une victoire spectaculaire, mais la preuve qu'une méthode locale peut produire des effets mesurables. Certains se tournent vers des formations techniques, d'autres vers des initiatives communautaires. Ce déplacement des aspirations
discret mais réel, constitue un indicateur social souvent sous-estimé. Pour un observateur extérieur, ces transformations peuvent sembler modestes. Pourtant, elles touchent à l'essentiel, la capacité d'une société à se projeter au-delà de l'urgence. Lorsque des décisions quotidiennes cessent d'être dictées uniquement par la peur, un espace s'ouvre pour d'autres priorités. C'est dans cet interstice, fragile mais tangible, que la dynamique enclenchée à Tindiban trouve sa signification humaine. Si la dynamique ouverte à Tindiban doit s'inscrire dans la durée, elle appelle une traduction opérationnelle claire. La première étape consiste à sécuriser les zones reconquises sans alourdir le dispositif. Cela implique des patrouilles locales régulières, appuyées par des relais civils capables de signaler rapidement les variations inhabituelles. L'objectif n'est pas de militariser le quotidien, mais de maintenir un seuil de vigilance suffisant pour empêcher toute réinstallation adverse. La deuxième étape concerne la stabilisation des services essentiels. La réouverture des écoles, des dispensaires et des points d'eau constitue un marqueur immédiat de normalisation. Ces services doivent être rétablis rapidement, même de manière partielle, afin de transformer la sécurité en bénéfice concret pour les populations. Sans cette traduction civile, l'avantage militaire risque de rester abstrait et fragile. Un troisième axe porte sur la consolidation des circuits économiques locaux, la réparation ciblée des routes d'élites secondaires, la sécurisation des marchés et l'accès à des mécanismes simples de microfinancement permettent aux artisans et commerçants de reprendre une activité régulière. Cette relance modeste mais continue réduit la dépendance à l'aide extérieure et renforce l'ancrage local de la stabilité. La quatrième étape relève de la formation. Les jeunes doivent être formés aux compétences techniques utiles au terrain, mais aussi à la médiation et à la gestion des conflits. Pour Ibrahim Traoré, ce volet est stratégique. Il conditionne la capacité du système à se renouveler sans se rigidifier. La mesure du succès ne tient pas dans une annonce, mais dans la continuité des pratiques et leur appropriation par les communautés. Le récit revient alors à des images simples, déjà croisées plus tôt, mais chargées d'un sens nouveau. Une route de sable empruntée sans détour, un marché rouvert par fragments, des voies qui circulent sans se presser. Ces détails, presque anodins, forment le véritable fil conducteur de Tindiban. Ils rappellent que la transformation ne s'est pas imposée par un choc spectaculaire, mais par une série d'ajustements discrets rendus possibles par une confiance retrouvée. Pour Ibrahim Traoré, ces scènes valent davantage qu'un compte rendu opérationnel. Elles constituent un rappel constant de l'enjeu réel. Une méthode n'a de valeur que si elle améliore la vie ordinaire sans la surcharger de promesses. La cohésion née du terrain, si elle est préservée, peut produire une efficacité durable, précisément parce qu'elle reste alignée avec le rythme des communautés. A l'inverse, toute tentative de surenchère symbolique risquerait d'en fragiliser l'équilibre. Le motif central se referme ainsi sur une évidence sobre. Ce qui s'est joué à Tindiban n'est pas une rupture tonitruante, mais un déplacement de gravité. Le pouvoir cesse d'être perçu comme lointain ou abstrait. Il devient praticable, observable, parfois même silencieux. Cette discrétion n'est pas une faiblesse. Elle est la condition de la continuité. Une phrase s'impose alors, comme un point d'ancrage: la sécurité qui se vit vaut plus que celle qui s'annonce. C'est dans cette tension entre visibilité et retenue que se dessine la suite possible. Au terme de ce parcours, une invitation s'impose sans injonction. Tandiban n'est ni un modèle prêt à l'emploi, ni un récit à consommer passivement. C'est un cas d'étude vivant, encore en cours, qui interroge la manière dont une région longtemps observée de l'extérieur peut reprendre l'initiative selon ses propres règles. Comprendre cette séquence, c'est accepter de regarder au-delà des slogans, des peurs héritées et des certitudes confortables. Pour ceux qui suivent l'actualité du Sahel, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une thèse, mais de rester attentif aux signaux faibles. Pratiques qui se maintiennent, routines qui s'installent, coopération qui dure. Le débat gagne à être mené avec rigueur et retenue, loin des jugements instantanés. Dans cette perspective, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré mérite d'être examinée pour ce qu'elle produit concrètement, plus que pour ce qu'elle promet. La suite dépendra aussi du regard porté par chacun. Observer, questionner, comparer, sans caricature ni fascination. Si ce type de lecture vous semble utile, la discussion peut se poursuivre collectivement, à partir des faits et de leurs effets mesurables. Une question demeure ouverte et elle vous appartient désormais. Comment évaluer un changement réel lorsqu'il avance sans bruit mais modifie déjà le quotidien?